dirais en préalable que la loi Sapin 2, elle a au moins un mérite. C'est qu'elle va définir pour la première fois ce qu'est un lanceur d'alerte et lui donner une définition globale, juridique, qui s'appliquera à tous. Elle a un deuxième mérite, me semble-t-il, c'est celui de construire un processus de l'alerte. C'est-à-dire il y a un système, et je n'y reviendrai pas, mais on y reviendra tout à l'heure plus exactement, c'est un système de 3 paliers, qui est un système qui permet au lanceur d'alerte de savoir quel est le processus qu'il doit suivre pour pouvoir effectivement répondre au consensus du lancement d'alerte. Enfin, je dirais qu'on a une autorité, ce qui n'était pas le cas jusque-là, on a une autorité compétente sur le lanceur d'alerte, qui est le défenseur des droits, qui a été effectivement l'autorité indépendante la plus légitime pour protéger le lanceur d'alerte, et on verra quelle protection éventuelle le lanceur d'alerte a. Alors, je voudrais juste faire 4 remarques, des remarques qui pourront servir d'ailleurs de rebrousse-poil ou de gratte-à-papier, je ne sais pas comment le dire, mais qui pourront permettre peut-être d'interpeller nos intervenants sur ce qu'est le lanceur d'alerte. D'abord, je dirais que la loi, et 4 remarques un peu négatives, vous m'en excuserez, au sein de ce salon, qui est le temple quand même du livre de lanceur d'alerte, mais 4 remarques. Première remarque, il y a une multiplicité et une confusion aujourd'hui des autorités susceptibles de recevoir l'alerte, puisqu'on a effectivement le DDD, je viens de le dire, mais existe aussi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, existe aussi l'Agence française anticorruption, de sorte qu'on a aussi une certaine confusion qui existe dans les institutions qui peuvent recevoir l'alerte. Sur le plan judiciaire, je dirais qu'on a un problème de fond, et je trouve que la loi Sapin 2 ne répond pas à la question. D'abord, le lanceur d'alerte, quelle que soit, j'allais dire, sa pertinence dans la dénonciation de l'alerte, est confronté à une réalité. C'est celle du fait qu'il n'est pas partie à l'instance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a effectivement révélé en interne, puis révélé à l'autorité judiciaire éventuellement, et qu'il y a une carence du processus, il ne sera jamais parti à l'instance, de sorte qu'il ne pourra jamais suivre en réalité le suivi judiciaire. Et ça répond à une problématique que les avocats et les juges connaissent parfaitement, c'est celle de la lenteur de la justice, puisque le texte dit, à partir de 3 mois de silence de l'autorité judiciaire, eh bien, il appartient éventuellement au lanceur d'alerte de rendre public son alerte. Or, la question même de rendre public l'alerte pose la question du tempo judiciaire, le tempo judiciaire surtout en matière économique et financière qui concerne essentiellement les lanceurs d'alerte, mais également santé et environnement, c'est-à-dire des procédures qui sont traditionnellement très longues. On voit bien qu'il va y avoir une problématique qui est celle de l'information du lanceur d'alerte qui ne sera pas réellement tenu informé de ce qui s'y passe. La deuxième question, et je dis que cette loi en fait ne répond pas à la question centrale, qui est aussi la question de l'indépendance de la justice et des moyens de la justice, puisqu'on sait très bien qu'une des grandes problématiques du lanceur d'alerte qui se confronte à un moment donné à l'institution judiciaire, c'est celui de la lenteur et des moyens de la justice. Enfin, je sais bien que cette question est à moitié traitée, on en a un peu parlé avec Madame Meyer, mais la question de ce qu'on appelle les procédures bâillons, c'est-à-dire la procédure en diffamation ou en injure publique qui va immédiatement être opposée au lanceur d'alerte qui va publier l'information dont il est le détenteur, va l'opposer effectivement à des actions judiciaires dont le statut de lanceur d'alerte ne le protégera qu'a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a bien ce moment, ce temps de latence, et on sait qu'en matière de diffamation, les délais de prescription étant extrêmement courts, ça ne répondra jamais à la problématique du temps qui passe et du temps judiciaire, et on va avoir une réponse judiciaire sur la diffamation et l'injure, dont la loi Sapin, à mon sens, ne donne aucune réponse. Et puis, j'en aurais terminé en vous disant qu'à mon sens, et là je sais très bien que je vais peut-être heurter certaines consciences ici, mais pour moi, la notion même de lanceur d'alerte est d'abord la manifestation d'un échec profond,
c'est-à-dire l'échec démocratique. C'est comment penser qu'aujourd'hui on se penche avec autant d'acuité sur la définition du lanceur d'alerte, c'est d'abord se poser la question de savoir qu'au sein des institutions, les systèmes internes de contrôle, les systèmes externes de contrôle n'ont pas fonctionné, et peut-être que le législateur et la société civile, en se posant la question du statut du lanceur d'alerte, évitent tout simplement de poser la question démocratique de fond au sein des institutions, c'est-à-dire les pouvoirs et les contre-pouvoirs, et en se remettant à un individu, on place aujourd'hui, dans une société qui est quand même largement individualiste, l'individu au cœur du système, alors même que les réponses doivent être, à mon sens, collectives et démocratiques. Mais j'en aurais terminé de mon préalable et de mon préambule. Je vais donner tout de suite la parole à Madame Blandin, qui va nous parler de cette loi du 16 avril 2013 et de la protection qu'elle a voulu initier. Merci. Je vais rebondir tout de suite sur l'individu. La somme des individus, ça vaut bien une agence quelquefois, à condition de travailler main dans la main. Quand les gens comptent les papillons et leur disparition sur tous les territoires, les chercheurs du muséum ne peuvent pas le faire. Et ils sont contents d'avoir les données, de même que ceux qui observent les papillons n'ont pas les compétences pour tirer les conséquences de ces données. Et le principe de l'écoute du lanceur d'alerte, je pense que c'est la moisson de toutes les intelligences dans le respect du talent des observations de terrain, face parfois à des corruptions, ou face à des aveuglements, ou face à des oublis, ou à des choses qu'on n'a pas voulu voir, ou qu'on n'a réellement pas vu. Alors les fondements de la loi de 2013, c'est l'amélioration démocratique dont vous parlez, c'est-à-dire que le but était protéger les lanceurs d'alerte en matière de santé et d'environnement, protéger le message de l'alerte. Il ne suffit pas de protéger la personne qui crie ce qu'elle a vu, mais il faut aussi protéger son message. Par exemple, les ouvrières de Condé-sur-Noireau n'ont pas été licenciées quand elles disaient que l'amiante les tuait. Elles n'ont pas été mises en péril dans leur emploi. Elles sont mortes, simplement. Mais le message de la toxicité de l'amiante n'a pas été instruit à cette époque-là. Donc protéger l'alerte est également fondamental. Et le troisième point, qualifier l'expertise en faisant la chasse au conflit d'intérêts, et donc veiller à la déontologie des organismes, à ce qu'ils aient des registres d'enregistrement des alertes, écrits, datés, veiller à leur conflit d'intérêts, à leur déclaration annuelle, à leur actualisation, à la sincérité. Voilà ce qu'embrassait la loi de 2013. Alors vous savez, une loi comme ça, c'est malmené. On aurait bien aimé santé, environnement et finances. Mais le ministre de l'époque s'appelait Cahuzac. C'est bizarre, il n'a pas voulu nous aider. Bon, tant pis. On aurait bien aimé que les amendements du Sénat qui disaient « En cas d'alerte sanitaire, le CHSCT de l'entreprise a le droit de demander des formations spécifiques sur tel éther de glycol, ou sur telle machine, ou sur tel solvant. » C'est passé au Sénat. Arrivé à l'Assemblée, vous savez que le pouvoir vertical fait que l'Assemblée a le dernier mot et que les messages passent très vite. Monsieur Sapin a dit à la commission ad hoc pas de tout ça et la formation a été supprimée. On voulait une haute autorité, on nous a dit allez, une commission spéciale, ça suffira bien. On voulait quelques moyens, on nous a dit oh vous savez il y a des gens talentueux au commissariat du développement durable qui font des choses excellentes, ça sera votre secrétariat permanent à moyen constant. Les décrets ont mis un an à sortir. On arrive à 2014. Je suis sénatrice, je m'étais engagée dès le départ à ne faire que 2 mandats et à partir en 2017. Quand croyez-vous que la commission de la déontologie de l'expertise et de la protection des lanceurs d'alerte a été installée? En 2017. C'est intéressant. Donc on a passé 3 ans à taper à toutes les portes et ce n'est qu'en janvier 2017 qu'a été installée notre commission. Ils ont dû se dire qu'en 9 mois on n'aurait pas le temps d'embêter trop le monde.
Celui qui a été le plus lent à faire ces nominations a été M. Le Foll. C'est le seul d'ailleurs qui nous a envoyé une participante dont la première déclaration a été « La santé des gens, je comprends qu'on s'en occupe, l'environnement aussi, mais n'oubliez pas l'économie des entreprises. » On s'est dit « Oh là, celle-là, ça commence fort. Hein. » Mais bon, elle ne vient pas souvent, donc ça se passe. Et subrepticement, arrive en 2016 la loi Sapin. Enfin, grâce aux ONG, grâce à certains députés, on va introduire dans la loi Sapin un peu plus de rigueur contre la corruption et surtout la protection des lanceurs d'alerte financiers. Donc on est les premiers, moi la première, à battre des mains en criant « victoire », on étend le champ. Et d'ailleurs Sapin nous dit « vous allez être très très content de mon travail, je vais tout uniformiser ». C'est contraire au Conseil d'État qui disait la santé et l'environnement c'est un peu particulier, il faut garder des protections spécifiques. Alors effectivement, il a tout uniformisé, M. Sapin. Notre article 1, c'était « Toute personne physique ou morale a le droit de rendre public et de diffuser de bonne foi une information patati patata, définition d'un lanceur d'alerte. » Ben lui, il change, il enlève ce droit du citoyen et il met « Un lanceur d'alerte est une personne qui révèle ou signale patati patata au sein de son entreprise, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il va replier sur le niveau professionnel, replier sur une espèce de statut. Or, lanceur d'alerte, c'est pas un statut, c'est un droit de l'homme, lanceur d'alerte. N'importe qui, avec une indignation du jour au lendemain, peut devenir lanceur d'alerte. Il va étriquer la définition. Mais on se dit, bon, c'est une maladresse rédactionnelle, c'est pas très grave. Et à relire la loi qu'il a écrite, ben, je ne suis pas sûre que le lanceur d'alerte externe, le riverain qui voit une fuite de mercure ou des choses comme ça, soit encore protégé après son passage. Et puis il nous supprime les personnes morales, c'est-à-dire les associations. Donc les personnes lanceuses d'alerte sont protégées, mais plus les associations. Mais dans un article plus loin, il dit « Seules les associations peuvent s'adresser à la Commission nationale de l'alerte. » Donc vous voyez l'astuce, ceux qui peuvent s'adresser ne sont pas protégés, et ceux qui ne peuvent pas s'adresser sont protégés. C'est malin quand même, hein, mais ce ne sont que des maladresses, paraît-il. Il va enlever le mot « risque ». Vous savez qu'en matière sanitaire et environnementale, quand il y a un danger, c'est prouvé, il y a des critères dans la loi, ça s'appelle la prévention. Quand il y a un risque, il y a un faisceau convergent de choses, ça s'appelle le principe de précaution. Quand on le met en œuvre, c'est pas encore interdit, mais ça serait bien d'y faire attention. Eh bien, il va supprimer le mot risque. C'est un hasard, paraît-il. Et enfin, un député, M. Denaja, nuitamment, va dire supprimer les alinéas 3, 4, 5 de la loi Blandin, c'est pas les numéros exacts, hein. Et tous ses collègues dans l'hémicycle quasi désert lui disent « Mais c'est quoi ces trucs ?» Il fait « Amendement de coordination ». Vous savez, c'est quand on met le verbe au passé par rapport au sujet. « Amendement de coordination ». Donc moi, le lendemain, je me réveille et je regarde ce qu'il a enlevé. Il a enlevé la Commission nationale définit les critères de recevabilité de l'alerte. Il définit les éléments portés au registre des établissements et organismes publics qui doivent tenir des registres, ce qui n'empêche pas le ministère de sortir un décret qui dit « Quand la commission aura sorti les critères, problème, on ne doit plus les sortir, alors les organismes seront tenus d'avoir des registres à jour dans les 6 mois. » Donc ça signifie qu'il n'y aura jamais de 6 mois puisqu'il n'y a pas de départ, puisqu'on ne doit plus définir les critères. C'est malin aussi, hein. C'est astucieux comme méthode. Hein. Et enfin, il supprime ce qui nous obligeait à la Commission de transmettre l'alerte aux autorités compétentes, agences ou ministères, et d'informer le lanceur d'alerte des suites de l'instruction de son message d'alerte. Mais c'est de la coordination. Donc voilà, je voulais d'abord vous dire les dégâts de la loi Sapin. Et maintenant, je vais passer à l'optimisme pour terminer. Et pourtant, notre commission tourne. Elle est peuplée de gens talentueux, militants et motivés.
Elle est adossée au comité de prévention précaution au siège des personnes imminentes, le mari d'Irène Frachon, que je vois ici, mais Hervé Le Treut sur le climat, de grands chercheurs, etc., qui nous appuient. Elle a rendu 2 avis, elle a fait 5 plénières, elle a rencontré tous les organismes de recherche, elle fouille les codes de déontologie de tous ces organismes, elle travaille avec le défenseur des droits, c'est-à-dire Jacques Toubon, qui a le même avis que moi sur la loi Sapin. C'est un système lacunaire et bancal. Nous sommes dans une situation très préoccupante en matière de santé et d'environnement. Et maintenant, ceux qui défendent la loi Sapin pour de bonnes raisons, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, tout ça, vont vous remonter le moral en vous montrant quand même qu'il y a des bonnes choses dedans. La transition est toute faite. Madame Meyer, vous avez la parole pour la défense. Je crois qu'on travaille tous ensemble et depuis longtemps et que c'est un combat justement collectif. Donc je crois qu'on voit tous les acquis, mais je vais peut-être rappeler quelques acquis qui n'ont pas été donnés, et les défaillances, parce qu'effectivement il y a des défaillances et c'est pour ça que le combat continue et qu'on va continuer à combattre ensemble. Voilà. Mais c'est quand même important de dire, parce que c'est très très rare, si vous voulez, dans la façon dont les lois sont votées, c'est rare qu'une loi, et notamment le chapitre 2 avec la protection des lanceurs d'alerte, c'est très rare que ce soit le fruit d'un combat collectif, acharné, pied à pied, et qu'on ait réussi à faire rentrer certaines avancées, effectivement, ensemble, parce que c'est un combat qui est parti en 2009, donc en amont, effectivement, de la loi Blandin, puisqu'on a aussi été tous ensemble pour le vote de cette loi. En 2009, Sciences Citoyennes, la Fondation Sciences Citoyennes et Transparency International se mettent d'accord parce qu'ils se disent on ne peut pas avoir l'alerte financière, l'alerte sanitaire, l'alerte environnementale, l'alerte... Tout le monde travaille en silo dans son petit coin, donc on n'avancera jamais. Donc, ensemble, on va faire ça. Et donc, on veut une loi globale comme 10 ou 12 pays déjà ont une loi qui protège les lanceurs d'alerte dans tout domaine d'activité et on essaie d'avoir une protection blindée. Deuxièmement, une autorité indépendante, éventuellement même une agence de l'alerte qui aide les personnes et qui traite l'alerte, c'est tout le problème du traitement de l'alerte. Et troisièmement, ça dépend un peu de l'autorité indépendante qu'on réussit à avoir, une maison des lanceurs d'alerte pour aider les personnes, parce que ça, il n'y a pas, si vous voulez, toute l'aide judiciaire, juridique et morale, le soutien moral est quand même important, l'écoute, le suivi des procès, comme il y a la fondation, il y a une fondation anglaise qui est née en 93 et qui a déjà traité 20 000 alertes, et voilà, soutenu 20 000 lanceurs d'alerte. Donc on se dit pourquoi nous on n'a pas fait, on peut peut-être faire plus modeste qu'une fondation, au moins une maison. En 2009 on parle là-dessus, et je passe les étapes, mais il se trouve qu'on est 8 pour soutenir notamment, effectivement, 8 ONG pour soutenir la loi Blandin, et on passe à 18, effectivement à 17 puis 18 en 2015 et 2016, et en 2015, Anticorps, Sciences Citoyennes et Transparency, plus 3 universitaires, dont celle qui avait écrit au départ, effectivement Marie-Angèle Hermite qui avait écrit la loi Blandin, on travaille ensemble pour écrire une proposition de loi globale, comme dans d'autres pays, en travaillant chaque loi nationale pour voir les meilleurs critères, les meilleurs standards, et on écrit une proposition de loi des ONG qu'on soumet au député Yann Galu, qui l'ampute un peu, il enlève les personnes morales qu'on avait mis, il remet dans le cadre du travail, on était sorti du cadre du travail, mais bref, on fait une proposition de loi globale, avec notamment la définition menace ou préjudice pour l'intérêt général, qui inclut les risques, le principe de précaution, les risques pour la santé, la sécurité, etc., l'optimisation fiscale agressive et tout ce qu'on n'a pas encore vu et qu'on va découvrir, si vous voulez. Donc, on propose cette loi et Galu la dépose quand? La veille de la présentation par Sapin de sa loi, et Sapin dit, le ministre Sapin dit, on va faire un statut du lanceur d'alerte. Et à ce point-là stratégique, juste avant les élections présidentielles, on sait que le temps législatif est très court. On ne sait pas ce qui va se passer avec les présidentielles. On se dit, si on n'arrive pas à faire rentrer notre loi, la loi des ONG, si on n'arrive pas à la faire rentrer dans la loi Sapin 2,
On ne peut pas à la fois se battre parallèlement pour une loi globale et en même temps, le ministre Sapin fait son statut pour la finance. Donc, au forceps, on fait une pétition en ligne, les 18 ONG. On a travaillé avec le Conseil d'État, Sciences Citoyennes et Transparency, on a travaillé pour le rapport du Conseil d'État au Premier ministre. On a travaillé ensuite avec le Parlement et les parlementaires qui ont voulu pousser. Et donc, on a obtenu effectivement, si vous voulez, on a fait rentrer presque l'intégralité de la loi GALU, qui était la loi ONG GALU, presque l'intégralité dans le chapitre 2. Et donc, on obtient une définition qui est la plus large au monde, parce que c'est toute personne physique, c'est vrai, mais qui signale interne autorité ou révèle public toute violation de la loi nationale ou internationale ratifiée par la France évidemment, ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, et là, conceptuel, tout rentre, si vous voulez. Et il faut savoir que cette définition menace ou préjudice, c'est une grande conquête des ONG, parce que ni le ministre ni le cabinet ne voulaient ça. Ils avaient fait une synthèse de toutes les lois sectorielles, donc ça donnait violation de la loi et risques graves, santé, sécurité, environnement, et on n'avait pas qu'est-ce qui se passe pour un Deltour, qu'est-ce qui se passe pour tout ce qu'on n'a pas encore vu, les rescrits fiscaux, etc. Les pays avaient accumulé depuis 10 ans des listes, et on oubliait toujours quelque chose. Donc on a fait un communiqué de presse lorsqu'ils ont fait 2 fois leur définition, et on a dit non, on veut menace ou préjudice pour l'intérêt général, et à chaque séance, commission des lois, première lecture, deuxième lecture, on a dit est-ce qu'Antoine Deltour serait protégé? Non, on n'en veut pas. On veut menace ou préjudice, et on a obtenu menace ou préjudice pour l'intérêt général. On a obtenu donc une autorité indépendante qui est la plus haute autorité inscrite dans la Constitution, qui a le secret de l'instruction et de l'enquête ne peut pas lui être opposé. Il peut demander des pièces pour tous les dossiers, il peut offrir sa médiation. Donc c'est quand même important, c'est la plus haute autorité indépendante. On a des canaux tracés avec 3 paliers, mais on a aussi en alternative une voie externe qui est le défenseur des droits. On a l'irresponsabilité pénale pour répondre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être traduit en procès si vous divulguez un secret protégé, par exemple le secret professionnel, si c'est nécessaire et proportionné, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de balancer tous les secrets professionnels de votre société, il s'agit de donner les éléments nécessaires au traitement de l'alerte. Donc, irresponsabilité pénale, sauf secret défense, secret médical, mais c'est juste le dossier. Bon, et le secret avocat-client, mais vous avez des exceptions dans la jurisprudence et dans la loi pour ces secrets. Et vous avez la loi renseignement qui a également un statut du lanceur d'alerte séparé. C'est le seul statut séparé. Et vous avez des sanctions civiles et pénales. Sanctions, c'est-à-dire prison et amende pour rupture de la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte ou de tous les faits révélés. Prison et amende pour entrave de quelque façon que ce soit au signalement et doublement de l'amende pour procédure civile en diffamation, abusive en diffamation, donc ce qu'on appelle les procès vaillants. Alors, ce qui est, si vous voulez, ça donne quand même un corpus relativement solide, mais quid du traitement de l'alerte? Et c'est vrai que là, on a le problème que le défenseur des droits veille aux droits et libertés, donc à la personne. Il va évidemment orienter vers les ministères et demander aux ministères ou aux institutions de résoudre le problème, mais on n'est pas sûr, puisqu'on n'a pas abondé. Moi, je veux dire, le problème que je vois, c'est qu'on n'a pas abondé les moyens du défenseur des droits en lui donnant cette nouvelle compétence. Et oui, aussi pour les moyens de la justice. Et oui, personne ne voulait supprimer les 2 missions de la commission qui sont passées dans on abroge toutes les dispositions sectorielles puisqu'on fait un statut général. Donc il y a eu un loupé important, plus que cela si vous voulez, avec ces 2 missions. On est absolument d'accord et c'est clair que les ONG ne vont pas s'arrêter à ces acquis, mais c'est tellement rare, si vous voulez. On est parti de 2009, on s'est engagé là-dedans toutes nos forces. On a envoyé les amendements avant la commission des lois, après la commission des lois, avant la première lecture, après, on a fait des communiqués de presse, on a fait une conférence de presse après la dernière lecture au Sénat. Ils avaient tout détruit, ils avaient enlevé les sanctions. Alors, la seule chose que les ONG avaient demandé et n'ont pas obtenu par rapport à la loi GALU et la pétition en ligne, c'est on voulait
une avance des frais de justice ou une aide des frais de justice parce que c'est très long et que des gens peuvent se retrouver dans une détresse absolue. Et on voulait effectivement aussi un soutien financier en cas de besoin. Et j'ai oublié une chose importante dans ce qu'on a acquis, c'est quand même le fond du problème, la nullité de toutes les représailles et mesures de rétorsion hors le cadre du travail, donc clients, usagers, consommateurs, ou dans le cadre du travail. Et dans le cadre du travail, possibilité, si la personne le veut, de réintégration dans son emploi, avec paiement des salaires du jour du licenciement au jour. Et ça c'est déjà fait, il y a déjà eu 2 jurisprudences de ce type, avec en plus le fait que si vous étiez en contrat à durée déterminée et que ce contrat à durée déterminée n'est pas renouvelé suite à une alerte, vous êtes réembauché, même en cas de fin de contrat. Donc il y a des lacunes, oui, mais il me semble qu'on a quand même obtenu un début de corpus et de statut qui est un des 4 les plus solides au monde aujourd'hui, avec des défaillances. Merci. Donc je donne maintenant la parole à Madame Meyer qui va nous parler de l'avenir. Rosière, qui va nous parler de l'avenir, c'est-à-dire un statut de lanceur d'alerte européen. Oui, d'avenir et d'actualité, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un rapport dont je suis rapporteur qui a été voté en octobre dernier, donc il y a bientôt 2 mois de ça, au Parlement européen. Pourquoi ce rapport? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Et partant de quel constat? Il ne vous a pas échappé qu'à l'échelle européenne, on a un mandat, j'ai commencé ce mandat de députée européenne en 2014, qui est rythmé par les scandales d'évasion fiscale. On a une révélation à peu près tous les 6 mois, 1 an. Ça a commencé particulièrement avec le scandale des LuxLeaks, quasiment le lendemain de l'élection du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois. Donc ça donne une tonalité particulière à notre actualité. Grâce à ces révélations, on a beaucoup avancé, c'est pas encore complet, il y a encore beaucoup à faire, mais on a plus avancé en 3 ans que pendant les 10 années précédentes en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Donc il y a un vrai impact concret dans les politiques publiques des révélations et des risques pris par les lanceurs d'alerte, en particulier ceux de LuxLeaks. Mais en même temps que nous on avançait sur la question de l'évasion fiscale, on a aussi un mandat qui a été rythmé par les procès successifs d'Antoine Deltour et de Raphaël Halet. On a aussi des cas de lanceurs d'alerte qui se sont retrouvés dans des situations extrêmement difficiles, précaires en matière de santé et d'environnement. Donc partant de ce constat, dès le début du mandat et de sa révélation, notre demande en tant que... Parce que c'est pas qu'une demande individuelle, je suis rapporteur, mais je le fais au nom de tout mon groupe, qui est le groupe des socialistes et démocrates. Nous avons demandé donc des avancées en matière d'évasion fiscale, ça suit son chemin, mais aussi une protection des lanceurs d'alerte, considérant qu'il n'était pas normal que ceux qui sont à l'origine justement de telles avancées, qui font bouger les choses dans le sens de l'intérêt général, se retrouvent non pas récompensés ou en tout cas reconnus dans leur rôle, mais au contraire sur le banc des accusés et finalement condamnés. Cette demande s'est exprimée régulièrement dans nos débats, mais n'a reçu pour l'instant qu'un écho très peu enthousiaste, il faut le dire, de la part de la Commission européenne. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le jeu institutionnel européen, mais la Commission européenne c'est l'équivalent du gouvernement européen, et contrairement à ce qui se passe en France où vous pouvez avoir un parlementaire qui dépose une proposition de loi, donc qui est à l'initiative d'un texte législatif, nous, le Parlement européen, nous ne pouvons pas le faire. C'est uniquement la Commission européenne qui peut choisir de légiférer. Donc ce que nous avons dans nos mains comme outil, c'est ce qu'on appelle des rapports d'initiative, c'est le rapport qui vient d'être voté pour demander formellement à la Commission européenne de proposer une législation. Donc c'est une prise de position très forte, la plus forte possible en deçà de la législation qui est offerte aux parlementaires pour faire avancer les choses et pour obtenir des résultats au bénéfice et qui se traduisent ensuite dans le plan législatif. Donc ça fait maintenant 3 ans, 1 an particulièrement que le débat s'est vraiment structuré et déroulé dans le détail autour de qu'est-ce que ça doit être une protection des lanceurs d'alerte. Et en tant que rapporteur, ça a été pour moi l'occasion de discuter, de regarder avec attention ce qui se faisait,
dans les différents pays, la loi 52 évidemment, et puis de discuter avec les ONG assez longuement, assez régulièrement pour justement se bénéficier de leur expérience et essayer de proposer quelque chose. Alors, le regard d'une parlementaire européenne sur la loi Sapin 2. J'ai entendu les critiques, elles sont légitimes. D'ailleurs, on a essayé de les dépasser dans le rapport voté au Parlement européen, et je dirais un mot justement de la bataille politique qui s'est nouée autour de ça. Mais je dois dire que c'était quand même une satisfaction en tant que Française de voir que la France se dotait d'un cadre protecteur des lanceurs d'alerte, et c'est quand même, toute chose égale par ailleurs, une avancée qu'il faut saluer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a uniquement 6 pays européens qui protègent les lanceurs d'alerte sur 28. Donc, le fait que la France soit le 6e, donc passe de l'immense majorité de ceux qui ne font rien, même si on avait quelque chose, des protections sectorielles, mais passe du côté de ceux qui ont proposé un cadre et une protection horizontale indépendamment du secteur, c'est quand même une satisfaction. Donc là-dessus, je pense qu'il faut quand même, là aussi, au-delà de la situation française, voir le panorama européen dans son ensemble. Et cette absence de protection dans les pays, c'est une des raisons pour lesquelles, justement, nous sommes convaincus qu'il faut une protection européenne. Parce qu'après tout, c'est quelque chose qu'on nous a renvoyé. Mais pourquoi un cadre européen? Il y a des pays qui protègent, la législation nationale peut suffire. Donc, après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit traité par l'échelon européen? Évidemment, ma conviction est que ça doit l'être. Et ça ne sera efficace qu'à l'échelon européen. Tout d'abord parce que une majorité de pays ne protègent pas. Donc la première manière d'y résoudre, c'est de proposer un texte européen. La deuxième raison, c'est que on voit bien que les scandales aujourd'hui, pour la plupart, maintenant touchent des multinationales. Touchent des activités qui sont transnationales, qui dépassent le cadre national. Avec comme conséquence que, et on l'a vu un petit peu sur LuxLeaks, les entreprises, lorsqu'elles veulent poursuivre et faire pression sur les lanceurs d'alerte, ont tout à fait la possibilité d'aller analyser les différents cadres juridiques existants et de choisir le plus avantageux. Et le fait que ce ne soit pas traité au niveau européen aussi, ça permet à ces mêmes multinationales, comme elles le font en matière fiscale, comme elles le font parfois en matière sociale, d'exercer une pression sur les gouvernements, au moins 10 ans judiciaires, pour justement diminuer la protection des lanceurs d'alerte en jouant d'une concurrence entre États. Donc la réponse européenne est celle qui permet d'équilibrer le rapport de force vis-à-vis de ces multinationales. Ensuite, donc, dans le cadre du rapport, on a essayé de répondre aux grandes questions qui se posent chaque fois qu'on veut protéger les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte? Comment on le définit? Est-ce qu'on le définit justement par son attitude, son comportement, ou est-ce qu'on le définit par l'information, par la nature de l'alerte? Est-ce qu'on définit l'alerte ou est-ce qu'on définit le lanceur d'alerte? L'autre question, c'est comment on le protège? De quoi on le protège? Quelle doit être cette protection? La troisième question, c'est comment lancer l'alerte? Qu'est-ce qu'on permet comme moyen de l'alerte? Et la dernière question, c'est quels moyens concrets on met à disposition pour parvenir à ce résultat. Donc sur la définition, effectivement, 2 écoles, parce que aussi on a un cadre français, mais 2 écoles à l'échelle européenne et selon les différents régimes juridiques. D'un côté, vous avez la définition de... Alors, par contre, non, un constat, c'est l'alerte qu'il faut définir et pas le lanceur d'alerte. Parce que si on définit le lanceur d'alerte, on va se demander pourquoi est-ce que le lanceur d'alerte lance l'alerte, quelles sont ses motivations, quelles sont ses intentions. Et on voit bien que dès qu'un lanceur d'alerte s'expose, on va essayer de le mettre en doute, on va essayer de travestir ou de détourner ou de l'incriminer lui pour détourner l'attention de l'information et du fait qui est révélé. Donc on a voulu vraiment remettre l'alerte au centre du processus. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui révèle, qui lance une alerte. L'alerte, c'est la révélation d'un agissement contraire à l'intérêt général européen. Là aussi, on s'est attaché à cette question d'intérêt général, même si dans d'autres pays, on part plutôt sur des exemples et des listes. Donc on a fait les deux. On a mis l'intérêt général et on a dit, par exemple, on a fait une très longue liste, ce qui permet d'avoir une protection la plus large possible, mais en même temps de spécifier clairement les domaines qu'on veut voir rentrer dans le champ de la protection des lanceurs d'alerte. On a été vraiment là, on a été exhaustif, on a pris à peu près tout ce qui existait dans toutes les protections sectorielles possibles. Je ne pense pas qu'on en ait oublié, on ne sait jamais. En tout cas, de toute façon, même si on en a oublié, ça devrait être couvert. Ça a été une première bataille très, très difficile parce qu'évidemment, toute une partie de la droite européenne, en brandissant le risque de la diffamation, le risque de voir des vocations de lanceurs d'alerte émerger, d'être incitatif pour de la rupture de confidentialité, voulait qu'on mette des questions de bonne foi, de désintéressement, d'intentionnalité, qui encore une fois ne nous semblaient pas judicieux. Donc là-dessus, c'est une première victoire qu'on a réussi à obtenir.
La deuxième, donc, c'est quelle protection? On a deux types de protection. Une protection dans le cadre de la relation économique, pas uniquement de la relation professionnelle, mais de la relation économique, parce que comme disait Nicole-Marie Meyer, on n'a pas souhaité se restreindre à la situation du salarié. Bien sûr, il faut la prendre en compte, mais on a donc, dans le cadre de cette relation économique, posé le principe que toute rétorsion, toute représaille est pénalement répréhensible et condamnable, doit faire l'objet de sanctions, et doit être intégralement, et le préjudice causé par ces représailles doit être intégralement réparé. Ça permet on va dire, d'être dissuasif, parce qu'on sait que ce sont des situations, des choses qui arrivent dès que quelqu'un lance l'alerte, d'être dissuasif et de rééquilibrer le rapport de force en augmentant le risque pris par l'organisation lorsqu'elle se lance dans ses représailles. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est une impunité totale, et donc l'organisation a tout intérêt à tout faire pour mettre sous pression le lanceur d'alerte, puisque même si ça n'est pas justifié, ça n'est pas légal, la contrepartie ou les risques encourus par l'organisation sont relativement faibles. Et la deuxième protection, bien sûr, c'est la protection juridique, c'est de dire que le fait de lancer l'alerte, si la révélation est en contradiction avec d'autres éléments judiciaires ou légaux, par exemple la directive sur le secret des affaires, des accords de confidentialité ou signés par contrat, par exemple, des clauses de confidentialité qui découleraient d'autres textes de loi, c'est le fait de lancer l'alerte qui prévaut, et donc ça rend caduque les incriminations qui pourraient découler d'obligations de confidentialité qui trouvent leur source ailleurs. Donc c'est vraiment poser le principe juridique, légal de la primauté de l'alerte, et donc du fait que le lanceur d'alerte est juridiquement protégé. La troisième chose, c'est par quel canal lancer l'alerte. Et ça, c'est effectivement une des questions et une des critiques de la loi Sapin. Ça a été le plus gros débat, je crois. Est-ce qu'on admet qu'un lanceur d'alerte peut communiquer directement aux journalistes, au public, une information, l'existence d'un fait qui tombe sous le coup de l'alerte, ou est-ce qu'on met un système par palier? On a bien sûr prévu les mécanismes de signalement interne, ils sont utiles, ils sont nécessaires et il faut les promouvoir. Mais notre conviction a été que là aussi, si on mettait des conditions restrictives pour pouvoir s'abstraire des mécanismes de signalement interne, si on imposait le signalement interne avant le signalement externe, eh bien c'était une fragilisation de la situation des lanceurs d'alerte. On est aussi parti du principe que le lanceur d'alerte, c'est pas une situation particulièrement viable, donc contrairement à ce qu'on nous a dit, on n'a pas considéré qu'il y avait une incitation ou un effet d'aubaine quelconque qui s'attache à la situation des lanceurs d'alerte, mais que juste on rééquilibrait une situation qui de toute façon était problématique et difficile pour ceux qui ont le courage de se lancer dans l'alerte. Donc ça a été vraiment la grosse bataille de permettre le signalement à la presse directement. Partant d'un simple constat, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre si on avait voulu restreindre le signalement à la presse, qu'est-ce qu'on va mettre? Le préjudice pour l'environnement, la santé, donc un risque, une menace, un risque ou un préjudice réel. Mais dans ce cas-là, voilà, une situation d'urgence d'une nature ou d'une autre. Mais ça ne traite pas tous les cas où l'organisation, où il n'y a pas forcément d'urgence, mais où l'organisation en elle-même est structurellement complice, voire même structurellement acteur de l'action qui fait l'objet d'alerte. Typiquement, dans le cas d'Antoine Deltour, on n'a pas d'urgence vitale, c'est de l'évasion fiscale, ça existait avant, ça crée du tort, mais il n'y a pas de situation d'urgence. Et c'est le fonds de commerce de PwC qui était l'employeur d'Antoine Deltour. On peut imaginer ce qui se serait passé si Antoine Deltour avait été contraint de lancer l'alerte en interne avant d'avoir recours à un signalement externe. Donc, partant de ce constat, on a effectivement, là aussi, voulu placer le curseur le plus loin possible pour les lanceurs d'alerte. Ça a été je pense, la plus dure bataille politique. Ça a fait que on a eu un consensus assez large. On a en gros deux groupes politiques qui n'ont pas soutenu, qui se sont même opposés au rapport de ce fait-là. C'est pas en totalité, mais c'est le PPE, donc l'équivalent des LR au niveau européen, qui a voté contre cette possibilité d'un signalement à la presse sans hiérarchie et qui à la fin s'est abstenu sur le rapport. Et puis le groupe des conservateurs britanniques également qui est encore plus à droite que le PPE, quoi. Et bon, c'est que ça a néanmoins été une victoire. On a fait passer cet amendement-là, enfin cet article-là. On a eu une large majorité sur le rapport, plus des 2/3 du Parlement européen, donc clairement la droite s'est isolée là-dessus, mais ça dit quelque chose quand même de la peur qui existe toujours, de la reconnaissance de la légitimité de l'alerte. Et j'en termine par la protection.
Ce qu'on demande, c'est des autorités indépendantes nationales, coordonnées au niveau européen, pour justement conseiller les lanceurs d'alerte, parce que ce sont des individus comme vous et moi, peut-être juste un peu plus courageux, mais ils ne savent pas a priori. Alors, Nicole Marie-Meillan n'en a pas parlé, mais le guide qu'a rédigé Transparency pour conseiller les lanceurs d'alerte est là aussi quelque chose de très utile. Et puis une aide juridictionnelle et une aide financière lorsque les lanceurs d'alerte en ont besoin, puisqu'on sait que dans beaucoup de cas, c'est une épreuve personnelle avec une perte de ressources, avec un préjudice très lourd à titre personnel, et à la mesure de ce qui est possible, on souhaite le voir compensé. Donc ça, c'est notre demande en tant que Parlement européen, encore une fois très largement soutenue par le Parlement. La balle est maintenant dans le camp de la Commission européenne. Je vous invite à suivre l'actualité européenne dans les prochains mois, puisqu'on nous annonce une proposition au début d'année prochaine. Les dernières informations nous disent qu'on aura une proposition législative, donc ce sera là aussi l'ouverture d'une nouvelle page, et je pense d'un nouveau débat très animé. Maintenant, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Oui. Bonjour. Qu'est-ce que la société civile fait pour encourager la Commission à rédiger quelque chose de bien? Et en tant que citoyen, comment on peut participer? Alors, la société civile, je ne sais pas si on prend plusieurs questions, si je réponds, très mobilisée, encore une fois, d'abord par le biais des ONG que voilà, je n'ai pas suffisamment remercié pour leur contribution et vraiment la grande utilité des échanges qu'on a pu avoir. Mais la société civile aussi s'est mobilisée. On a une consultation publique sur le sujet qui a recueilli 10 fois plus de réponses que les consultations habituellement lancées par la Commission européenne. Mais je pense qu'on va se mettre en contact très vite avec justement les ONG pour, le cas échéant, en fonction de ce qui est proposé, avoir des actions de mobilisation citoyenne pour justement peser dans le débat. C'est extrêmement utile, extrêmement précieux, absolument indispensable, et c'est ça aussi qui fait avancer les choses. Nous, parlementaires, on n'arriverait pas aussi bien à faire bouger les lignes si jamais on n'était pas soutenu et s'il n'y avait pas cet engagement de la société civile. Donc vous inquiétez pas, il y aura des moyens et on est très demandeurs. En fait, il y a la même coalition que ce qui s'est passé au niveau national et au niveau européen. Et le réseau qui s'appelle Whistleblowing International Network, c'est-à-dire qu'il y a un réseau de professionnels de l'alerte au niveau européen et mondial, mais le niveau européen. Et je dirais que il y a eu un regroupement des ONG contre la directive secret des affaires. Et les deux réseaux se sont découverts. Et le réseau Alerte Éthique a soutenu le réseau contre la directive secret des affaires. Et maintenant, les deux réseaux sont ensemble pour pousser pour la protection des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire pour la directive européenne. Donc, si vous voulez, ces deux réseaux ont fusionné et travaillent ensemble. Et il y a aussi ces deux réseaux avec les syndicats et Eurocadre, etc. Il y a aussi une pétition en ligne que tout le monde peut signer. Donc, vous pouvez consulter aussi en ligne le rapport de la consultation publique des citoyens. C'est très intéressant. Vous pouvez signer la pétition, vous pouvez agir dans toutes les ONG, parce que cette plateforme pour la coordination des ONG française qui a aidé à la loi Sapin 2 est maintenant partie aussi de la plateforme européenne. Donc oui, la société civile, nous avons été notamment auditionnés, nous Transparency, et par la Commission européenne et par le Parlement européen, plus la coordination. Je voudrais savoir si vous avez des exemples concrets de protection par cette loi des lanceurs d'alerte, des procès qui sont en cours, par exemple Irène Frachon, qui était là tout à l'heure, elle est en procès. Donc, quelles sont les répercussions concrètes de cette loi sur ceux qui sont... Aucune loi n'est rétroactive. Et les gens qui sont actuellement en difficulté avec la justice pour de mauvaises raisons ne peuvent pas être défendus avec les outils d'une loi de 2013 ou de 2016. Mais il vient d'y avoir une jurisprudence d'une jeune femme qui a dénoncé des maltraitances sur des enfants dans un lieu d'hébergement dans le Gers. Et elle a gagné en justice, elle était là tout à l'heure, elle s'appelle Céline Boussier.
Et elle a gagné en s'adossant aux protections issues de la loi Sapin et de la loi Blanda. Et son avocat, comme il s'agit du domaine sanitaire, a lu les éléments, non seulement des articles de la loi, mais des exposés des motifs, et ça l'a emporté en justice, et ça fait jurisprudence en plus. Et on avait déjà eu 2 jurisprudences en 2016 dont j'avais effectivement parlé, 2 personnes avant même que la loi soit votée, parce que si vous voulez, les arguments, les concepts, les standards, l'idée que l'intérêt général prédomine, c'est-à-dire que quand il y a un débat d'intérêt général, c'est ça qui compte. Et le fond du jugement, là pour Céline Boussier, effectivement, c'est à partir du moment où le débat est d'intérêt général et aide effectivement, et que les lanceurs d'alerte aident au débat d'intérêt général, la diffamation tombe, relapse. Donc on voit, si vous voulez, que toute la thématique, le sujet commence à être intégré. Les avocats le savent. Quand on a commencé à se battre dans les années 2009, 2013, les gens savaient à peine, les avocats ne savaient pas. Aujourd'hui, les avocats se spécialisent, les magistrats ont les éléments de langage et connaissent notamment la jurisprudence de la Cour européenne, qui est très intéressante depuis 2008. Donc, ça progresse énormément. Et oui, je dirais 2 jurisprudences favorables avec, je vous dis, paiement des salaires du jour du licenciement au jour de la réintégration. Ça fait très mal, et obligation de réintégrer, plus maintenant diffamation. Donc 2 licenciements abusifs avec réparation intégrale, plus dommages et intérêts, plus, et une jurisprudence en diffamation. Et comme la loi est du 9 décembre 2016, on ne sait pas. Si vous voulez, nous, on a des remontées partielles. Il peut se passer des choses en France qu'on ne sait pas. D'ailleurs, je lance un appel, si vous avez des jurisprudences. Alors, une autre précision. La commission de la déontologie, de l'expertise et de l'alerte travaille avec le défenseur des droits qui s'est vu confier la mission de défendre les lanceurs d'alerte. Et sa cellule juridique nouvelle installée pour ce faire constate qu'à ce jour, il n'est pas identifié comme le défenseur des lanceurs d'alerte, pas encore, et il n'a pas encore reçu nombre de personnes qui crient au secours. On cherche à me licencier. Et je prends un exemple, c'est Karim, cet ouvrier d'une entreprise de sous-traitance à qui on a demandé de déverser les déchets toxiques issus d'une usine Alstom. Il n'est pas poursuivi en justice à ce jour. On ne l'accuse pas de diffamation. Mais je discutais avec M. Toubon. M. Toubon disait, si jamais ça lui arrive, dites-lui de s'adresser à moi, je le protégerai. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils sont plus malins que ça. Les 2 entreprises ont porté plainte contre X pour pollution. Le défenseur des droits a reçu une 60aine de dossiers depuis le début de l'année. Alors justement, là, j'ai un courrier de réponse du défenseur des droits qui a été envoyé à madame, où on voit que à partir du moment où il y a des poursuites judiciaires en cours, l'article 23 de la loi 2011-333, le défenseur des droits doit obtenir l'autorisation préalable des juridictions saisies pour pouvoir réaliser son enquête. Et là, dans l'occurrence, eh bien, il n'a pas reçu l'autorisation, ou alors il n'a pas eu de réponse du tout. Ouais. Donc, je disais qu'il serait intéressant de laisser s'exprimer des cas concrets. Donc je vois mon camarade Alain Robert dans la salle. Si tu veux parler, ou moi je parle, parce que je suis concernée, on vient de citer le défenseur des droits. Donc je me lève parce que pour que vous voyez bien le t-shirt, parce qu'il y a une tentative de meurtre, et donc c'est ce qui fait que le défenseur des droits se couche devant la raison d'État. Donc on peut abraser par une strangulation sur mon lieu de travail. Donc je comprends, je commence quand même. Je voudrais dire ici quand même que la loi Sapin 2 est une forfaiture totale. Moi je suis labellisée lanceur d'alerte dans la fonction publique pour des faits remontant à 2009. Les dizaines de lanceurs d'alerte français que je connais et moi-même faisons le constat que nous ne sommes absolument pas protégés, y compris depuis la loi Sapin 2, ni les anciens lanceurs d'alerte,
ni les nouveaux lanceurs d'alerte déclarés depuis la loi Sapin 2. Je pense aux emplois fictifs du modem et au déversement d'acide dans la nature d'ArcelorMittal, car il est, comme Nicolas Grégoire, dans une situation matérielle difficile. J'ai une mention spéciale pour le défenseur des droits, qui est soi-disant l'autorité légitime, formidable, qui est au-dessous de tout, pour tous ces gens et qui se couchent devant la raison d'État. Donc j'ai un courrier ici pour en attester. Je terminerai en mentionnant les procédures Bayon, parce que moi depuis 48 heures, figurez-vous que je suis visée par une procédure Bayon. Pour une interview que j'ai donnée à un journaliste ivoirien en septembre dernier, suite à mon témoignage diffusé sur France Inter. Alors, procédure Bayon, quand même, juste à l'absurde. Le diplomate m'a donc depuis 48 heures, je suis procédure Bayon le 11 janvier prochain à Paris, pour une interview dans laquelle je cite des faits concrets qui sont versés à une plainte pénale contre X pour tentative de meurtre. Donc je dis, ce sont des choses que je peux prouver, mais la plainte pénale contre X pour tentative de meurtre n'est pas instruite pour des faits de 2010, parce que le juge d'instruction se déclare freiné par la qualité des personnes que je mets en cause. Donc évidemment, tous les frais de justice depuis des années sont à ma charge, plus de 50 000 €. J'ai été sanctionnée de maintes façons par mon administration, le ministère des Affaires étrangères, le ministère prestigieux, donc n'est-ce pas des gens intouchables, réseau France-Afrique, etc. Donc ça suffit, ces discours lénifiants. Voilà. Je suis désolé, mais on me demande de terminer à 18h parce qu'il y a une diffusion d'un film. Je vous accorde 30 secondes. J'ai du son. Voilà, je me présente, j'ai 57 ans, donc je vais poser une question sur la protection des lanceurs d'alerte. J'ai lancé l'alerte en 2005 dans le Nord et en 2011 dans le domaine de la fécondation in vitro. J'ai fait un choix il y a 25 mois, évidemment, je ne pouvais plus payer mon logement. Au lieu de rentrer dans la famille, je suis SDF. Je vais en cours de cassation seul, je fais partie du livre de Stéphanie Gibault. Donc la loi Sapin 2, est-ce qu'il y aurait deux sortes de citoyens en France? Ne serait-ce pas légal d'un autre citoyen, puisque la loi n'est pas rétroactive, donc je ne fais pas partie des lanceurs d'alerte. Je vais poser la question au sujet de l'Europe. Si la loi est faite, une loi européenne, est-ce qu'il y aura rétroactivité? Et est-ce qu'elle sera valable en France? Est-ce que je serai également un autre citoyen européen ou un citoyen européen égal de tous? Donc je mène mes combats, je n'ai pas honte. C'est mon 3e hiver dehors dans le domaine de la fécondation in vitro. Et puis voilà, j'ai juste posé ma question. La loi Sapin, c'est du... on se met dans la gueule du loup. Et également, j'avais posé la question pour les lanceurs d'alerte comme nous, qui sont mis de côté comme des citoyens indignes. J'ai été décoré par le ministre de la Défense en faisant mon service militaire en Allemagne en tant qu'appelé. Donc, qu'allez-vous faire pour les lanceurs d'alerte qui ne sont pas pris en compte, qui ne sont pas des lanceurs d'alerte comme par hasard, parce que personne ne se retrouve lanceur d'alerte. Voilà. Madame Rosière, vous voulez répondre en 2 mots? La non-rétroactivité de la loi, c'est un principe général du droit qui s'applique et qui n'a malheureusement pas pour les lanceurs d'alerte et qui s'applique à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale. Donc on ne peut pas légiférer pour le passé, mais uniquement pour l'avenir. La détresse dont vous faites mention est malheureusement bien réelle, mais on s'applique à faire en sorte que ce soit des choses qui ne se produisent pas à l'avenir. C'est la seule faculté qui nous est donnée en tant que législateur. Ça n'est pas une détresse, c'est une question. Je vais très bien. La difficulté. Je fais mes combats comme tout le monde, mais en fait, on s'aperçoit que les lois ne sont pas faites pour protéger. Elles protègent généralement les personnes contre qui on a lancé l'alerte. Bien, merci à tous, à nos invités, et au public d'avoir été si attentifs. À bientôt.